Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé Le Mag, un peu spécial. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, nous avions passé une journée entière, ici même, immergés au cœur du service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre. L'occasion de vous montrer le quotidien du personnel médical qui y travaille chaque jour et les coulisses de ce service bien souvent décriées. Mais la réalité est que les équipes font de leur mieux, avec peu de moyens certes, mais beaucoup de volonté. Dans le service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre, et ça je vais bien le signaler, comme dans tous les autres CHU ou services d'urgence de France et de Navarre, nous avons la même problématique. Nous sommes dans du non programmé. Donc quand les sapeurs-pompiers ou ambulances privées nous emmènent des victimes, il n'y a pas un lieu prévu, il n'y a pas un jour prévu pour nous emmener ces personnes-là. Aujourd'hui, on peut avoir des sapeurs-pompiers qui arrivent, j'ai envie de vous dire, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Et puis, à certains moments, vous avez des VSAV pompiers qui arrivent toutes les 5 minutes, toutes les 6 minutes. Et là, on doit faire diligence pour accueillir ces victimes. C'est jamais évident. Nous avons un effectif médical et paramédical qui est là le week-end, le soir ou en semaine, qui est là pour répondre aux besoins de la population. J'ai envie de dire qu'avec toutes les compétences, mais s'il n'y a pas une maîtrise de soi, une communication adaptée, de façon à rassurer la victime, de façon à rassurer les parents, oui, en une fraction de seconde, tout peut partir entre guillemets en vrille. Donc nous essayons de rassurer toute cette population qui vient aux urgences. Beaucoup d'agressions actuellement sur la Guadeloupe, qui fait que le personnel soignant confronté à toute cette agression au quotidien au niveau des urgences fait qu'il y a une augmentation du stress chez les soignants, une augmentation du stress chez les médicaux. Ça demande un travail de formation, aussi un travail de maîtrise de soi de l'équipe. Il y a aussi le fait que certains accompagnants ne comprennent pas en fait que pour telle ou telle agression ou tel motif d'admission, ils ne peuvent pas passer en priorité sur d'autres patients qui, eux, sont entre la vie et la mort. Voilà. Donc c'est des problématiques au quotidien où on doit améliorer notre communication, qui n'est peut-être pas optimale, mais on fait un maximum de façon à renseigner la population qui vient chez nous au quotidien. On brasse entre 120, 130, voire 140 personnes par jour au niveau des urgences, donc c'est pas simple. Et quand on arrive aux urgences, il n'y a pas de ticket, c'est pas la première personne qui arrive qui passera au niveau des urgences. Donc c'est vraiment par priorité. Tous les hôpitaux ont des problèmes de lit d'aval parce que les patients arrivent. Il faut bien qu'on trouve aussi des places dans les services pour pouvoir assurer la continuité des soins. Et ça aussi, c'est une autre problématique puisqu'en fait, les lits ne sont pas là à attendre que le patient arrive. Je voudrais quand même féliciter et vraiment encourager, mais surtout féliciter l'ensemble du personnel des urgences qui travaille au quotidien dans des conditions peu évidentes, dans un stress quasi permanent, pour être au fait et pour être disponible pour accueillir la population guadeloupéenne, mais aussi pour accueillir tous ceux qui sont de passage, mais en fait pour les accueillir dans de très bonnes conditions. Et je peux vous assurer que ce personnel-là, ce personnel des urgences de Pointe-à-Pitre se donne corps et âme pour prendre en charge les patients qui viennent aux urgences de Pointe-à-Pitre chaque jour. Depuis notre reportage d'ailleurs, la communauté médicale a envoyé en avril dernier un courrier au ministère indiquant qu'elle souhaite dégager sa responsabilité médicale en raison de grandes difficultés qui mettent en jeu la sécurité des patients.
Le service des urgences est également le reflet de notre société qui ces derniers mois est exposée à une violence grandissante. Le mécontentement des patients, les personnes souffrant de troubles du comportement, eh bien, ce sont autant de facteurs qui menacent au quotidien la sécurité du personnel. On se retrouve vite confronté à justement de l'agressivité, puisqu'on est dans un milieu confiné. Par rapport aussi à l'attente que les patients ont du mal à comprendre, parce que les patients, des fois, manquent d'informations. Exceptionnellement, aujourd'hui, on est rentré. La personne n'était pas contentionnée parce qu'il a reçu son traitement, il est sédaté. Et donc, nous sommes en psychiatrie, donc il faut être prudent plus afin de garder la sécurité du personnel et des patients. On rencontre aussi des difficultés par rapport aux problèmes sociaux, parce que beaucoup de patients se retrouvent dans les locaux par rapport à ces difficultés. Donc, pas de place pour les hospitaliser parce qu'ils encombreraient éventuellement des places pour des patients qui auraient besoin d'une prise en charge plus médicale et paramédicale. Des fois, on doit faire d'une part face à du manque de matériel pour différentes raisons. On doit aussi faire face à des locaux qui ne sont pas adaptés par rapport au flux des patients qui ont augmenté. Donc les locaux se retrouvent inadaptés. Mais s'il est vrai que les problèmes de ce service d'urgence sont nombreux, il faut tout de même noter qu'il est doté d'appareils performants et de spécificités telles que le caisson hyperbar dont nous parle le Dr Win. Le caisson hyperbar a beaucoup d'utilisations, certaines connues comme pour le traitement des accidents de plongée, ce qui fait son importance dans notre île, puisqu'il y a une grosse activité de plongée en Guadeloupe. Ça représente à peu près 6 à 10 accidents par an, c'est variable, mais à peu près cette quantité-là. C'est un traitement d'urgence. On peut s'en servir aussi en urgence pour les traitements des embolies gazeuses, c'est assez rare. Dans les intoxications au monoxyde de carbone, les fumées d'incendie, assez rare chez nous aux Antilles, mais fréquent en Europe du Nord et dans le nord de la France. Et puis c'est moins bien connu, mais c'est encore plus utilisé pour tout ce qui est traitement des cicatrisations à problème, et notamment chez les patients diabétiques, dont on sait la grande fréquence aux Antilles. Et donc on s'en sert dans ces cas de cicatrisation à problème pour booster la cicatrisation. En France, il y en a 22. Et il y en a dans tous les dom-toms, donc il y en a en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, il n'y en a pas en Guyane, il y en a en Polynésie. On peut dire que c'est une spécificité du CHU de Pointe-à-Pitre, oui, d'avoir un caisson hyperbar. Beaucoup d'établissements hospitaliers n'ont pas de caisson hyperbar. C'est un recours supplémentaire pour les soins de certains patients que n'ont pas d'autres services. Et on aura un outil ultra performant en juin et j'espère qu'on pourra rendre service à la population avec ce caisson. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, notre département compte 136 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 144 sur le territoire national et 126 médecins spécialistes pour 100 000 habitants. Nous avons donc besoin de forces vives ici. C'est pourquoi la faculté de médecine Hyacinthe Bastaro de l'Université des Antilles de la Guyane accueille en formation initiale 1202 étudiants. Dans leur formation, ces futurs médecins doivent obligatoirement effectuer, et ce dès la 2e année, des stages qui font partie de leur maquette pédagogique. À partir de la 2e année de médecine, les étudiants effectuent des stages qui sont des stages d'initiation aux fonctions hospitalières. Donc, ils sont affectés dans différents services hospitaliers tels que la pneumologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la gynécologie obstétrique, les urgences. Et donc, ils sont affectés pendant 1 semaine dans un service hospitalier. Ce sont les étudiants qui font le choix du service hospitalier. Alors, ces stages sont des stages à temps plein, donc qui sont d'une durée de 6 semaines en 3e année, de 7 semaines en 3e année de médecine. Et donc un étudiant, à la fin de son année universitaire, en 2e année, il aura connu 7 services hospitaliers différents. Ce sont des stages obligatoires qui font partie intégrante du cursus de l'étudiant.
Donc, ce sont des stages qui font l'objet d'une évaluation pratique. Donc, un étudiant, à la fin de son année universitaire, pour qu'il puisse être admis à ses examens, donc de deuxième ou de troisième année de médecine, il faut impérativement qu'il ait validé ses stages en milieu hospitalier. Ce sont des stages au chevet du patient, donc ils sont en contact avec les patients. Donc en fait, ils apprennent à aborder le patient, faire connaissance avec ce patient. Donc ils apprennent à mener un interrogatoire et ils apprennent également les différents gestes pour un examen clinique. Et pendant ce temps, ils font connaissance avec l'équipe médicale. Donc ils apprennent à identifier l'équipe médicale et également à connaître les interactions qui existent entre les différents membres d'une équipe médicale. Alors, il s'initie par là même à la démarche diagnostique et à la recherche clinique afin de commencer à émettre des hypothèses et de pouvoir justifier les examens complémentaires qu'il pourrait demander. Donc, en gros, ce sont des objectifs qui sont à atteindre pour ces étudiants de deuxième et de troisième année de médecine. Pour le choix de la spécialité, ça ne se fait pas encore puisque ce sont des stages d'initiation. Ils peuvent effectivement avoir une certaine orientation, mais ce ne sera pas forcément le choix définitif pour le choix de la spécialité. Je suis en troisième année à l'université de Guyane et on a la possibilité de faire 6 semaines de stage durant l'année. Et cette semaine, je suis aux urgences et ça se passe bien. On apprend beaucoup de choses, on voit le circuit des patients aux urgences, comment après ça se passe. C'est très intéressant de voir qu'aux urgences, c'est très actif, qu'on ne perd pas de temps, qu'on est toujours à droite à gauche. Voilà. Pour l'instant, je ne me vois pas trop dans cette carrière de médecin urgentiste, mais il y a encore le temps, donc on verra bien. Les conditions de travail se détériorent et l'hôpital actuel est obsolète, il est vrai. Mais cette situation est transitoire car le futur hôpital devrait sortir de terre d'ici 2020. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Solidarité Santé Le Mag.